Bonjour à tous et bienvenue pour ce corrigé vidéo de l'activité d'histoire de quatrième sur la Troisième République. C'est la deuxième activité en l'occurrence. Et cela prend cadre dans le grand 2 de la leçon sur cette Troisième République, une république laïque dans une France divisée, avec une république qui a encore des ennemis. Et l'un de ces ennemis, c'était l'objet des premières questions, était à regarder dans le document 5, page 131, avec en présentation un dessin qui est paru dans un journal qu'on appelle le Grelot, qui n'existe plus aujourd'hui, journal du 29 mai 1887. Cette date précise nous permettant donc de dire que c'est un journal. La question suivante était liée davantage à une description. Nous avons ici en évidence, qui prend le plus gros du dessin, un militaire que l'on reconnaît avec son uniforme. Et on peut dire également que ce militaire français, uniforme bleu et rouge, nous indique que c'est un soldat français. Eh bien, il tient une épée qui est particulièrement menaçante vis-à-vis d'une femme qui se trouve en dessous de lui, qui piétine avec son pied gauche. Une femme, on sait que c'en est une, puisque on voit ici l'ébauche d'une poitrine, hein, et un bonnet phrygien qui doit nous rappeler quelque chose. En arrière-plan, nous avons un soleil, et ce soleil, finalement, eh bien, nous met également en évidence sur le côté eh bien, une ombre qui ressemble très fortement à celle de Napoléon Bonaparte. On le reconnaît typiquement avec son grand chapeau, hein, qui a fait une silhouette tout à fait particulière. Donc ça, c'était pour les toutes premières questions. Cette description nous permettait ensuite de voir quel pouvait être le message diffusé par ce document. Est-ce que le général Boulanger, puisqu'il s'agit du personnage qui est représenté, il est contre la République, pour la République, ou est-ce qu'il souhaite devenir l'homme fort de la France, tel Napoléon? Il y avait plusieurs réponses qui étaient attendues, en l'occurrence, il y en avait deux. Et si on regarde le dessin, bien sûr, on peut dire que le général Boulanger était contre la République, parce que cette femme avec son bonnet phrygien, et avec ici une petite pierre sur laquelle il est marqué loi, eh bien c'est bien entendu Marianne, qui est le symbole de la République française. D'accord? On rappelle que Marianne, ce n'est pas un symbole de la France, c'est un symbole de la République, cette République qui eh bien, contrebalance ce qu'on a eu précédemment dans l'histoire de France, à savoir des rois, donc la royauté, mais aussi l'empire de Napoléon Ier, 1804-1815, mais également l'empire de Napoléon III, de 1852 à 1870, auquel a succédé justement la Troisième République. Et donc le général Boulanger est apparemment quelqu'un qui ne souhaite pas que la République existe. Et derrière, on voit le fantôme de Napoléon, et bien sans doute parce que le général Boulanger se voyait peut-être comme un nouveau Bonaparte, un nouveau militaire qui devait prendre les destinées de la France, avec toujours cette idée, vous voyez, de ce mot, un courant anti-parlementaire. En fait, c'est l'idée que il ne faut pas en France avoir eh bien, des centaines de parlementaires, des gens élus que beaucoup considèrent comme étant des bourgeois, des gens qui vont toujours voir leur intérêt privé avant l'intérêt de l'ensemble des Français. Et donc, certaines personnes sont anti-parlementaires, dont le général Boulanger, qui dit tout simplement, eh bien, moi, je vais être le personnage central de la France, c'est moi qui vais notamment prendre la revanche vis-à-vis de l'Allemagne, qui a vaincu la France en 1870 et pris l'Alsace et une partie de la Lorraine pour l'intégrer à son territoire. Donc on est vraiment dans le cas d'une opposition à la République. C'est bien ça qu'il faut comprendre. La République était loin d'être soutenue par l'ensemble des gens. Certains voulaient le retour à un roi, d'autres voulaient le retour à un empereur, soit de la famille de Bonaparte, soit eh bien quelqu'un qui se mettra en évidence comme Boulanger, qui finalement eh bien, ne prendra jamais le pouvoir. Ensuite, on avait une vidéo à regarder et plusieurs questions qui étaient euh, concernant cette vidéo. Tout d'abord, qui est Alfred Dreyfus et que lui arrive-t-il en 1894? Alors, Alfred Dreyfus, c'est un personnage qui est ici. C'est un capitaine de l'armée française et qui est en poste en 1894. Ce qui lui arrive, c'est qu'en fait, il y a une affaire d'espionnage qui se met en mouvement à cette époque-là, et on l'accuse d'être l'homme qui renseigne les Allemands, notamment sur eh bien, des canons que l'armée française a pu développer. Et cela est extrêmement grave, puisque c'est de la haute trahison, de l'intelligence avec l'ennemi, et donc il est notamment dégradé. Vous avez ici cette image qui nous montre tout simplement qu'on lui a retiré ses galons, on lui a arraché les galons de sa veste, on lui brise son épée dans la cour des Invalides, ce grand bâtiment avec le dôme doré. Et donc c'est une humiliation suprême pour un militaire, et il est envoyé au bagne en Guyane. Alors, il n'y aurait pas nécessairement eu de problème si ça avait été lui le coupable, sauf que le problème, c'est que les raisons qui ont poussé à le condamner, ce ne sont pas des raisons très louables, et cela montre l'état de la société française à cette fin du 19e siècle.
Les plusieurs raisons, il n'est pas de confession musulmane, il est de confession juive. Il est également capable de parler allemand puisqu'il est en fait originaire d'Alsace, une région qui a été donc prise en 1870-71 par l'Allemagne et qui donc à cette époque-là n'appartient plus à la France, et justement le général Boulanger était l'un de ceux qui voulaient récupérer cette Alsace et cette partie de la Lorraine à l'Allemagne par le biais d'une guerre. Donc en fait, il y a cette idée que il y a un traître dans l'armée française. L'armée française ne veut pas perdre la face, elle ne peut pas dire que finalement, eh bien, il y a un traître qui serait un bon Français, un bon chrétien. Donc, on se dit qui peut être responsable de ça? Eh bien, on va trouver un capitaine, un officier qui avait accès à des informations et qui est de confession juive. Et en fait, ça nous montre quoi? Ça nous montre que la France de la fin du 19e siècle, eh bien, elle a un certain nombre, entre guillemets, de défauts, en tout cas dans une partie de sa population. Et l'un de ces défauts, c'est l'antisémitisme, c'est-à-dire qu'une partie assez importante du peuple français, eh bien, est antisémite, c'est-à-dire qu'il y a une certaine haine des juifs, mais c'est le cas dans beaucoup d'autres pays européens. C'est vraiment un phénomène qui existe dans d'autres pays européens que la France, tout comme un autre phénomène qui s'est beaucoup développé au XIXe siècle, notamment suite aux invasions napoléoniennes, c'est le nationalisme. Et donc en fait, on nous dit finalement que, eh bien, il est juif, et il y avait souvent cette tendance à dire les juifs n'ont pas de patrie, les juifs n'ont pas de pays finalement, ce ne sont pas des vrais Français ou des vrais Allemands par exemple, et donc on se dit bah voilà, qui de mieux qu'un juif peut trahir la France? Donc ça nous montre voilà l'état de la société française avec les défauts qu'elle peut avoir, donc antisémitisme, rejet des juifs, et nationalisme, le repli des Français sur eux-mêmes ou des Allemands sur eux-mêmes, et donc le rejet des étrangers qui peut aller jusqu'à la guerre. Alors quel personnage célèbre prend la défense de Dreyfus et par quels moyens? Eh bien, le personnage célèbre, c'est Émile Zola, qui est un immense écrivain qui a écrit de nombreux romans, et il publie le 13 janvier 1898 une lettre ouverte au président de la République Félix Faure. Cette lettre ouverte, cela signifie qu'en fait cette lettre, il l'envoie pas sous pli privé, il la publie dans son journal qui s'appelle l'Aurore, et il utilise une expression restée très célèbre, j'accuse, et il fait toute la série en fait des militaires qui sont responsables de cette trahison, finalement, par rapport à la justice, parce que Dreyfus était innocent, mais Dreyfus a été condamné, et il prouve qu'un certain nombre de militaires ont fait des faux, ont volontairement menti pour, en quelque sorte, sauver la face de l'armée française. Il doit même s'exiler, Zola, pour avoir défendu Dreyfus. Et donc, il était ici nécessaire de faire quelques petites définitions, l'antisémitisme et le nationalisme. Pour chacun de ces mots, rédige une définition simple, c'est ce que j'ai donné il y a quelques instants, et montre pourquoi il s'oppose aux valeurs de la République issue de la Révolution, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et bien, tout simplement parce que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dit que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Un petit peu plus loin, il est dit que nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Et donc là, on est dans l'idée que quand on est juif, on est forcément inférieur aux autres, et que par définition, bah, c'est être puni pour notamment sa religion. Donc cette affaire Dreyfus a duré un certain nombre d'années, il a fallu attendre 1906, donc 12 ans après le début de l'affaire, pour que Dreyfus soit définitivement réhabilité. Et tout ça, ça a montré que la France était divisée, parce qu'à l'époque, il y avait deux camps, le camp des Dreyfusards qui défendaient Dreyfus et qui voulaient la vérité, et le camp des anti-Dreyfusards qui, en gros, eh bien, montrait que en France, il y avait des nationalistes, il y avait des antisémites, et un certain nombre d'entre eux étaient anti-républicains. Ils voulaient la suppression de la République pour restaurer soit une monarchie, soit un empire. Et donc, à la fin, il y avait le dossier, page 128-129, pour voir notamment des petites informations sur la religion. Et donc, il y a eu différentes grandes étapes pour justement diminuer l'importance de la religion dans le pays. Vous avez le document numéro 1 qui nous montre qu'on retire les crucifix des écoles publiques. Cela se fait suite à ce que vous avez en document numéro 3, la laïcité à l'école par Jules Ferry, qui dit que l'école doit être gratuite, obligatoire de 6 à 13 ans, et surtout laïque, c'est-à-dire qu'il ne faut plus que ce soit les prêtres, notamment des curés, des religieux qui passent l'école, mais que cela soit assuré par des enseignants laïques, pour ne pas distinguer, et pour mieux distinguer plutôt ce qu'il y a à la fin du document 128, les connaissances et les croyances. Il ne faut pas confondre ce qui est du domaine de la religion et du domaine plutôt de la science, sachant qu'en cette fin du 19e siècle, la science prend ses lettres de noblesse. Donc on a aussi ce document, dans la ville de Paris, on retire les crucifix, et pour terminer, eh bien, on voit ici justement une autre gravure qui remonte à 1909. Vous avez Marianne qui représente la République, qui montre
aux petits élèves qui sont en train d'être instruits que, eh bien, on apprend des choses comme la géographie et l'histoire de son pays avec le planisphère ici. On apprend l'alphabet, donc le français également, les grandes révolutions qui ont fait que la République a pu s'installer, 1789, 1848, 1870, et on pointe la liberté, l'égalité et la fraternité dont est garante la République française. Et ici, sur la droite, vous avez des religieux qui sont dans le coin, qui sont pas contents de la situation, parce que la religion a très 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 longtemps été l'alliée, elle l'est toujours d'ailleurs en partie, hein, de la royauté. Donc plus vous mettez les religieux de côté, bien plus vous empêchez finalement la royauté de revenir et donc la République de s'installer. Donc on retient cette idée, la Troisième République se met en place en 1870. Il y a encore des contestations à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, sur fond d'une société assez divisée finalement, divisée par l'antisémitisme, le rejet des juifs, divisée par le nationalisme, certains qui sont, on va dire, des va-t-en-guerre, notamment contre l'Allemagne, et d'autres qui sont un peu plus pacifiques, notamment à gauche, hein, on avait parlé avec l'industrialisation, et vous avez finalement cette république qui va définitivement s'instaurer en diminuant le rôle de l'Église par ces grandes lois Ferry, mais aussi, et j'en termine avec là, le document numéro 5, la loi de séparation des églises et de l'État. En 1905, il n'y a plus de religion officielle reconnue en France pour la République. Toutes les religions se valent et il n'y a pas de salaire, par exemple, à verser au curé, comme c'était le cas précédemment dans une république qui se veut neutre, qui se veut laïque, qui ne veut pas prendre part finalement à un quelconque débat religieux. C'en est terminé pour ce corrigé vidéo sur la Troisième République et on se revoit bientôt pour continuer le programme. Merci.